Le klaxon strident déchire l'air du matin marseillais. Anne se précipite vers la Peugeot bleue écrasée contre le platane, sa trousse de premier secours à la main. 29 ans, aide-soignante aux urgences de la Timone, elle a vu tant d'accidents qu'elle ne compte plus. Mais celui-ci sera différent. Celui-ci changera tout. L'homme au volant saigne du front, conscient mais désorienté. Brun, la trentaine. Un visage qui serait beau sans cette expression de panique pure. Ne bougez pas, monsieur. Je suis aide-soignante. Comment vous appelez-vous? Julien. Julien Bernard. Ma mère. Il faut prévenir ma mère. Sa première préoccupation n'est pas sa blessure, mais sa mère. Anne note le détail sans y prêter attention. Erreur qu'elle regrettera longtemps. Tandis qu'elle désinfecte sa plaie avec des gestes précis, leurs regards se croisent. Quelque chose passe entre eux. Une étincelle que ni les sirènes ni l'agitation ne peuvent étouffer. Julien cesse de parler de sa mère. « Vous avez des yeux magnifiques », murmure-t-il, presque malgré lui. Anne rougit. Jamais un patient ne lui a parlé ainsi. Jamais elle n'a ressenti cette chaleur soudaine au creux de l'estomac. « Concentrez-vous sur ma voix, monsieur Bernard. Vous allez bien. »« Julien », dit-il en souriant malgré la douleur. « Et vous ?»« Anne ». Elle hésite, puis ajoute « Anne tout court. » Les ambulanciers arrivent, brisent le moment magique. Pendant qu'ils l'installent sur le brancard, Julien agrippe le poignet d'Anne. « Je peux vous inviter à dîner ? Pour vous remercier ?» Elle devrait refuser. Protocole. Professionnalisme. Mais ses yeux noisettes la supplient avec une sincérité désarmante. « D'accord », souffle-t-elle. Il lui glisse son numéro griffonné sur un morceau de papier taché de sang. 3 semaines plus tard, restaurant Le Panier, Vieux-Port. Julien porte une chemise blanche impeccable, la cicatrice sur son front à peine visible. Il parle de son travail d'architecte, de ses voyages, de tout sauf. « Et votre mère ?» demande Anne. « Vous étiez si inquiet pour elle. » Son visage se ferme imperceptiblement. « Maman s'inquiète beaucoup. Depuis la mort de papa, elle... Enfin, vous comprendrez quand vous la rencontrerez. » « Quand je la rencontrerai ?» Anne sourit. « On se connaît à peine. Je sais déjà que je veux vous présenter à elle. » Le lendemain soir, pavillon des quartiers sud. Jardin parfait, géranium aligné au millimètre. Sylvie Bernard ouvre la porte avant même qu'ils aient sonné. 62 ans, cheveux gris impeccables, tailleur beige, sourire contraint. Elle détaille Anne de la tête aux pieds en 3 secondes chrono. Verdict silencieux, mais implacable. « Donc vous êtes Anne », dit-elle d'une voix sucrée. « Mon Julien m'a dit que vous étiez aide-soignante. » Une pause calculée. « Pas infirmière ? » ?»« Non, aide-soignante. J'aime le contact direct avec les patients. »« Comme c'est... touchant. » Sylvie sourit sans que ses yeux participent. « Entrez donc. J'ai préparé un gigot. J'espère que vous n'êtes pas végétarienne ? Mon Julien déteste les régimes fantaisistes. » Anne n'a jamais parlé de végétarisme, mais la première flèche vient d'être tirée. Pendant le repas, Sylvie multiplie les anecdotes sur son petit prince. Photos d'enfance à l'appui, regard complice avec Julien qui acquiesce en souriant. « Vous savez, Anne, un fils unique, c'est précieux. Il faut quelqu'un de spécial pour le mériter. » Le message est clair. Anne n'est pas spéciale. Pas assez. Julien ne semble rien entendre, trop habitué peut-être à ses sous-entendus maternels. En partant, Sylvie embrasse Anne avec une chaleur factice. « J'espère qu'on se reverra bientôt, ma chère. » Dans la voiture, Anne reste silencieuse. « Alors, elle t'a plu ?» demande Julien, rayonnant. Anne fixe la nuit marseillaise par la vitre. Comment lui expliquer qu'en une soirée, Sylvie Bernard a réussi à lui faire comprendre qu'elle était un intrus dans leur duo parfait? Comment dire que derrière chaque compliment se cachait un reproche, derrière chaque sourire une mise en garde? « Elle est... protectrice », dit-elle finalement. Julien rit, soulagé. « Exactement. Elle t'adore déjà, j'en suis sûre. » Anne hoche la tête, mais une voix sourde résonne dans sa tête. « Tu n'es pas assez bien pour mon fils. La guerre vient de commencer, et elle ne le sait pas encore. 2 ans de relation. » Anne a appris à déchiffrer le code secret de Sylvie Bernard. Ce matin de mai, elle range son uniforme d'aide-soignante quand son téléphone vibre. Message de Julien. Déjeuner chez maman dimanche ? Elle insiste pour ses lasagnes. Et Anne soupire. Encore un piège déguisé en invitation familiale. Le dimanche,
Sylvie accueille Anne avec un sourire rayonnant. « Ma chérie, j'ai préparé tes lasagnes préférées. » Anne n'a jamais dit aimer les lasagnes. Mais Sylvie transforme chaque supposition en vérité établie, créant une intimité factice qui dérange plus qu'elle ne rassure. « Comme c'est gentil, Sylvie. Appelle-moi maman, voyons. » Le mot reste coincé dans la gorge d'Anne. Sa vraie mère est morte dans un accident quand elle avait 15 ans. Sylvie le sait parfaitement. Pendant le repas, Julien annonce fièrement « Anne a eu une promotion. Elle devient responsable de nuit aux urgences. » Oh, Sylvie marque une pause théâtrale. Encore plus d'heures, mon pauvre Julien va se retrouver tout seul. Elle tapote la main de son fils. Heureusement que tu as ta maman pour te tenir compagnie. Anne sent le piège se refermer. Chaque succès professionnel devient un abandon de Julien. Chaque moment de bonheur du couple, une menace pour Sylvie. « Je travaillerai 3 nuits par semaine seulement », précise Anne. 3 nuits entières sans dormir à la maison ? Sylvie secoue la tête, compatissante. Les couples d'aujourd'hui, de mon temps, une femme savait faire des choix. Julien tricote sa serviette, mal à l'aise, mais silencieux. Toujours silencieux. Le mardi suivant, Anne sort de sa garde de nuit épuisée. Sur son portable, 7 appels manqués de Julien. Panique. Elle le rappelle immédiatement. « Anne, enfin ! Maman a fait un malaise cette nuit. Je l'ai emmenée aux urgences. » Anne fonce à l'hôpital, le cœur battant. Elle trouve Sylvie dans une chambre, parfaitement maquillée, qui discute gaiement avec une infirmière. « Anne, ma chérie !» Sylvie lui tend les bras. « Quelle frayeur j'ai eue. Heureusement que mon Julien était là. » Julien n'était pas là. Il habite à 15 minutes de chez sa mère, mais passe la nuit chez Anne. Pourtant, mystérieusement, il était là, au bon moment. Le médecin annonce que tous les examens sont normaux. Peut-être un peu de stress, Madame Bernard. Rien de grave. Sylvie sourit à Anne. Tu vois, le stress. Je m'inquiète tellement quand Julien n'est pas bien. Anne comprend. Le malaise a eu lieu exactement pendant sa première nuit de travail. Coïncidence ? Impossible. 3 semaines plus tard, anniversaire d'Anne. Julien a réservé un restaurant romantique sur le Vieux-Port. À 18h, il l'appelle, la voix tendue. « Ma chérie, je suis désolée. Maman s'est cassé la cheville en descendant l'escalier. Je dois l'emmener aux urgences. Je peux venir vous aider ? Non, non. Profite de ta soirée. On se voit demain. » Anne reste seule avec sa robe neuve et ses escarpins dorés. Elle commande une pizza et ouvre une bouteille de vin. À minuit, Julien l'appelle enfin. « Tout va bien. Simple entorse. Maman dort chez moi cette nuit. Elle a trop peur de tomber à nouveau. » Le lendemain, Anne passe voir Sylvie. Miracle, elle marche normalement, sans boiter. « Oh, ça va beaucoup mieux, » dit Sylvie en souriant. « Mon Julien a pris si bien soin de moi. Il est resté toute la nuit à surveiller ma cheville. Quel fils attentionné, tu ne trouves pas ?» Anne hoche la tête, mais une certitude glacée s'installe. Sylvie ment. Professionnellement, méthodiquement. Le soir même, Anne commence un carnet. Page blanche, stylo noir. Elle note tout, date, heure, maladie de Sylvie, réaction de Julien. Les coïncidences s'accumulent avec une précision mathématique. Chaque moment important d'Anne correspond à une urgence de Sylvie. Promotion, malaise. Soirée romantique, chute. Week-end en amoureux prévu, crise d'angoisse. Anne relit ses notes, incrédule. Est-elle en train de devenir paranoïaque ? Ou Sylvie Bernard est-elle réellement en train de détruire méthodiquement leur couple ? Elle ferme le carnet et le cache dans son tiroir à lingerie. Une voix intérieure lui murmure que cette guerre sourde ne fait que commencer et qu'elle est déjà en train de la perdre. Épouse-moi. Anne manque de lâcher sa tasse de café. Julien s'agenouille sur la terrasse de leur restaurant préféré, sortant un écrin de velours bleu. La bague scintille dans la lumière dorée du couchant marseillais. « Julien, je t'aime, Anne. Je veux que tu deviennes ma femme. » Les autres clients applaudissent. Anne a les larmes aux yeux, le cœur qui explose de joie. Enfin, ils vont être une vraie famille. Enfin, Sylvie devra accepter sa place dans leur vie. « Oui », murmure-t-elle. « 1000 fois oui. » Julien la fait tournoyer, l'embrasse sous les regards attendris. Anne ferme les yeux, savourant ce bonheur parfait. Elle ne voit pas le message que Julien envoie discrètement à sa mère. C'est fait. Elle a dit oui. Le lendemain soir, champagne chez Sylvie.
Elle accueille Anne avec des larmes de joie. « Ma future belle-fille !» Elle la serre dans ses bras. « Je suis si heureuse. Mon Julien mérite le bonheur. » Pendant que Julien débouche le champagne, Sylvie glisse à Anne. « J'espère que tu me laisseras t'aider pour les préparatifs. Une mère connaît si bien les goûts de son fils. » Premier frisson d'inquiétude. « Bien sûr, Sylvie. Mais c'est notre mariage. Julien et moi déciderons ensemble. » « Naturellement, ma chérie. Naturellement. » Le sourire de Sylvie ne tremble pas. Mais Anne reconnaît cette lueur dans ses yeux. La même que le soir de leur première rencontre. Les semaines suivantes transforment le rêve en cauchemar. Sylvie s'impose partout, toujours avec un sourire bienveillant. « J'ai trouvé la salle parfaite », annonce-t-elle un matin. Le château de la Busine. Très chic, très provençal. J'ai déjà versé des arts. Anne blêmit. Mais nous voulions nous marier à la mairie du 7e arrondissement. Simplement, voyons, ma chérie, pour le mariage de mon fils, il faut quelque chose de mémorable. Julien sirote son café, silencieux. Toujours cette passivité qui rend Anne folle. Julien, qu'est-ce que tu en penses ? Maman a bon goût, dit-il sans lever les yeux. Et elle a déjà payé. Anne sent le piège se refermer. Chaque décision devient un fait accompli. La robe ? Sylvie a, par hasard, vu la parfaite dans une boutique. Le traiteur ? Un ami de la famille que Sylvie a déjà contacté. Le photographe ? Le même que pour le mariage de ma sœur. Il connaît nos goûts. Anne essaie de protester, mais Julien répète invariablement « Laisse faire, maman, elle s'y connaît ». Le mois avant le mariage, Anne découvre la liste d'invités. 300 personnes. Elle en connaît une dizaine. Sylvie, c'est énorme. Nous voulions quelque chose d'intime. Ma chérie, quand on marie son fils unique, on ne peut pas faire les choses à moitié. Tous ces gens nous connaissent trop depuis toujours. Mais mes amis, ma famille, bien sûr, j'ai prévu une table pour eux. Sylvie lui montre le plan de table. Une table reléguée au fond de la salle. Comme ça, ils seront entre eux, plus à l'aise. Anne réalise qu'elle va être étrangère à son propre mariage. Le jour J, catastrophe finale. Anne découvre sa belle-mère en robe blanche cassée, un modèle élégant qui rivalise avec sa propre robe de mariée. « Sylvie, vous ne pouvez pas porter du blanc. »« Oh, ma chérie !» Sylvie minore. « C'était cru, pas blanc. Et puis, une mère a bien le droit d'être élégante pour le mariage de son fils unique. » Julien, resplendissante en smoking, embrasse sa mère. « Tu es magnifique, maman. » Il ne regarde même pas Anne. Pendant la cérémonie, au moment où le maire demande si quelqu'un s'oppose à cette union, Sylvie porte la main à son cœur et s'affaisse théâtralement. Émoi général. Interruption. Médecin appelé. Pendant 20 minutes, l'attention se porte sur elle, pas sur les mariés. « Ce n'est rien », dit-elle faiblement. « L'émotion. Continuez, mes enfants. Ce jour vous appartient. » Mais le charme est rompu. Anne prononce ses vœux la gorge serrée, sachant que cette journée ne lui appartiendra jamais. Lune de miel aux Seychelles. Julien a choisi la destination, l'hôtel, tout. Anne espère enfin retrouver l'homme qu'elle aime, loin de l'influence maternelle. Premier soir, coucher de soleil sur l'océan Indien. Moment magique, brisé par la sonnerie du téléphone. « Allô, maman ?» Anne ferme les yeux, vaincue. « Tu me manques déjà. »« Comment ? Tu as mal dormi ? Attends, je vais te donner le nom d'un bon somnifère. » 20 minutes de conversation. Puis, « Excuse-moi, chérie. Maman ne va pas bien depuis notre départ. » Le lendemain soir, même scénario. Et le suivant. Chaque coucher de soleil appartient à Sylvie Bernard. Le dernier soir, Anne trouve Julien sur la terrasse, téléphone collé à l'oreille. « Oui, maman, on rentre demain. »« Non, Anne va bien. Moi aussi, tu me manques. » Elle s'assoit à côté de lui, attend qu'il raccroche. Regarde cet homme qu'elle vient d'épouser et qu'elle connaît si peu finalement. « Julien, il faut qu'on parle. »« Bien sûr, ma chérie. »« De quoi ? » ?»« De nous, de ta mère, de notre avenir. » Il prend sa main, l'embrasse distraitement. « Tout va bien, Anne. Maman t'adore. Tu l'adores. On forme une vraie famille maintenant. » Anne fixe l'océan noir. Elle vient de comprendre une vérité terrible. Elle n'a pas épousé Julien Bernard. Elle a épousé Sylvie Bernard. Et Julien était inclus dans le lot. 3 ans de mariage. Anne fixe le test de grossesse, les mains tremblantes. 2 barres roses. Enfin, après des mois d'essai, elle va donner un petit enfant à Julien.
Peut-être que cet enfant changera tout, créera enfin la distance nécessaire avec Sylvie. Elle cache le test dans son sac, prépare un dîner romantique, bougies, vin rouge pour lui, eau pétillante pour elle. Julien remarque immédiatement. « Tu ne bois pas ?» Anne sourit, pose sa main sur son ventre. « J'ai une nouvelle extraordinaire. » Le visage de Julien s'illumine. Il la serre dans ses bras, l'embrasse, murmure des mots d'amour. Pour la première fois depuis longtemps, Anne le retrouve entièrement, sans l'ombre de Sylvie entre eux. « Il faut qu'on l'annonce à maman », dit-il soudain. Et l'ombre revient. Sylvie accueille la nouvelle avec un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. « Oh, comme c'est... inattendu. Vous vous sentez prêt ? Prêt ?» Anne fronce les sourcils. « Nous avons 32 ans. Nous sommes mariés. Bien sûr, ma chérie. C'est juste que... » Sylvie soupire délicatement. Julien a encore tant à accomplir professionnellement. Et toi, avec ton travail de nuit, un bébé, c'est si fatigant. Julien acquiesce inconsciemment. Anne sent le doute s'immiscer. « Tu penses qu'on devrait attendre ?» demande-t-elle à son mari. « Non. Enfin, maman a peut-être raison sur le timing. » Le timing ? Julien, je suis enceinte. Je sais, ma chérie. Je suis heureux, vraiment. Mais son enthousiasme s'éternit. Sylvie a réussi à transformer une joie en questionnement en moins de 10 minutes. 2 semaines plus tard, Anne se réveille dans une mare de sang. Fausse couche. À l'hôpital, le médecin explique que c'est fréquent, que ce n'est la faute de personne. Mais Anne se sent vide, coupable, brisée. Julien la tient dans ses bras, pleure avec elle. Dans ce chagrin partagé, elle retrouve l'homme qu'elle aime. Sylvie arrive avec des fleurs, le visage compatissant. « Ma pauvre chérie, peut-être que c'est mieux ainsi. » Anne se redresse, incrédule. « Mieux ainsi ? Tu n'étais pas prête, psychologiquement. Ton corps l'a senti. Il faut toujours écouter son corps. »« Maman... » Julien proteste faiblement. « Quoi ? Je dis simplement que tout arrive pour une raison. La prochaine fois, vous serez mieux préparés. Plus serein. » Anne ferme les yeux. Même sa douleur, Sylvie trouve le moyen de la retourner contre elle. Les mois suivants, Anne sombre. Insomnie, crise d'angoisse, pleurs incontrôlables. Elle consulte un psychologue qui lui prescrit des antidépresseurs. Au travail, ses collègues s'inquiètent de ses cernes, de ses mains qui tremblent. Sylvie profite de chaque faiblesse pour s'installer davantage dans leur vie. Elle aide, en apportant des plats préparés, en faisant le ménage sans qu'on le lui demande, en donnant des conseils non sollicités. « Anne a l'air si fatiguée, » dit-elle à Julien. « Heureusement que je suis là pour m'occuper de toi. » Un soir, Anne découvre que Sylvie a raconté à tout le quartier qu'elle fait des dépressions et ne peut pas avoir d'enfant à cause de ses problèmes psychologiques. « Pourquoi tu racontes ça ?» explose Anne. « Ma chérie, je ne raconte rien. Madame Martineau m'a demandé de tes nouvelles. J'ai juste dit que tu traversais une période difficile. Tu as dit que c'était ma faute. Jamais de la vie. » Sylvie prend Julien à témoin. « Tu m'as mal comprise, ma pauvre chérie. Tu vois le mal partout en ce moment. » Julien regarde Anne avec inquiétude. « Peut-être que tu devrais augmenter ton traitement ?» Anne réalise avec horreur que même son mari commence à douter de sa santé mentale. Elle propose une thérapie de couple. Julien accepte, soulagé qu'elle prenne les choses en main. Le premier rendez-vous se passe bien. Le thérapeute, Dr Moreau, cerne rapidement les problèmes de communication, les enjeux familiaux. « Il serait intéressant d'explorer votre relation avec votre mère, Julien. »« Ma mère ? Mais elle va très bien. » »« Justement, son influence sur votre couple. » Julien se ferme immédiatement. À la sortie, il grommelle. « Ce type ne comprend rien. Maman n'a aucun problème. » Le soir même, Sylvie tombe dans son escalier. Fracture du poignet. Elle a besoin d'aide pour tout. Cuisine, ménage, courses. « Je ne peux pas laisser maman comme ça, » dit Julien. On reporte le prochain rendez-vous. Ils ne retourneront jamais chez Dr Moreau. Anne s'enferme dans sa salle de bain, ouvre son carnet secret. Les pages se remplissent. Dates, manipulations, mensonges, coïncidences. Le schéma devient évident, implacable. Elle regarde son reflet dans le miroir. Cerne profond, cheveux ternes, regard éteint. Sylvie Bernard est en train de la détruire, méthodiquement, patiemment. Et personne ne le voit. Personne, sauf elle.
Dimanche 15 octobre, 15 heures. Anne découpe machinalement les légumes pour le pot au feu dominical chez Sylvie. Rituel obligatoire depuis 3 ans. Julien lit Le Figaro dans le salon. Sylvie prépare son fameux gâteau au chocolat que mon fils adore depuis l'enfance. L'ambiance est électrique. Ce matin, Anne a osé refuser que Sylvie choisisse la couleur de leur nouvelle cuisine. « Tu exagères, Anne », dit Sylvie en battant ses œufs avec violence. « Je suggérais juste un beige classique, intemporel. Nous avons choisi du bleu. » Du bleu dans une cuisine ? Sylvie lève les yeux au ciel. Enfin, c'est votre maison, même si je doute que ça plaise aux invités. Anne pose son couteau, les nerfs à vif. Quels invités, Sylvie ? Nous ne recevons jamais personne. Comment ça, jamais personne ? Et moi, je ne compte pas ? Vous venez 3 fois par semaine. Parce que mon fils a besoin de moi. Contrairement à certaines, je sais écouter ma famille. Le sous-entendu gifle Anne. Depuis la fausse couche, Sylvie n'arrête pas d'insinuer qu'elle néglige Julien, qu'elle est trop centrée sur ses problèmes. « Julien !» crie Anne vers le salon. « Tu peux venir ?» Pas de réponse. Comme toujours, il s'évapore dès que la tension monte. « Mon pauvre fils !» Sylvie secoue la tête. « Il travaille si dur et il doit supporter vos crises en plus. Heureusement qu'il a une mère compréhensive. »« Mes crises ? Mes crises ?» Anne explose. « Vous me rendez folle depuis 5 ans. Vous sabotez tout. Notre mariage, nos projets, notre intimité. Anne, tu vas trop loin. Non, ça suffit. Vous êtes une manipulatrice. Une... Tais-toi !» Sylvie hurle, le visage déformé par la rage. Pour la première fois, son masque tombe complètement. « Tu m'as volé mon fils. Tu as détruit notre famille. Avant toi, on était heureux. Avant toi. » Sylvie porte soudain la main à sa tempe, titube. Son visage se crispe, ses yeux roulent vers l'arrière. « Aide, aide-moi !» Elle s'effondre comme un pantin désarticulé, entraînant dans sa chute le bol en porcelaine qui explose sur le carrelage. Anne reste figée 3 secondes. 3 secondes terrifiantes où une voix sombre murmure dans sa tête. « Laisse-la crever. Tu seras enfin libre. » Sylvie gémit faiblement, un filet de bave au coin des lèvres. Sa main droite tremble de façon incontrôlable. Anne hésite encore. Personne ne saura. Julien lit son journal, écouteur sur les oreilles. Elle peut prétendre avoir trouvé Sylvie déjà inconsciente. Quelques minutes de retard peuvent tout changer. Mais son humanité l'emporte. Anne se précipite, vérifie le pouls, position latérale de sécurité, libère les voies respiratoires, gestes professionnels de l'aide-soignante qui reprennent le dessus. « Julien, appelle le SAMU !» Il débarque, affolé, téléphone déjà en main. « SAMU ? Ma mère ? Elle est tombée. Avenue du Prado. Venez vite !» Anne masse doucement la main paralysée de Sylvie. Vérifie sa respiration. Dans son semi-coma, Sylvie marmonne des mots incompréhensibles. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» demande Julien, livide. Anne se penche. Les lèvres de Sylvie remuent péniblement. « Ne me laisse pas mourir. » Leurs yeux se croisent une seconde. Dans le regard de Sylvie, Anne lit une terreur pure, animale. Plus de manipulation, juste une vieille femme qui a peur de mourir. « Je suis là », murmure Anne. « Je ne vous laisse pas. » Hôpital Nord, service neurologie. Docteur Fernandez, neurologue de garde, sort de la chambre de réanimation le visage grave. « Votre mère a fait un AVC ischémique massif. L'artère cérébrale moyenne gauche est bouchée. » Julien s'effondre sur une chaise en plastique, tête entre les mains. Elle va mourir ? Les prochaines heures sont critiques. Si elle survit, il faudra évaluer les séquelles. Paralysie, trouble de la parole, perte de mémoire. L'AVC a touché des zones importantes. Anne s'assoit à côté de Julien, lui prend la main. Pour une fois, ils sont unis face à l'épreuve. « Je peux la voir ?» demande-t-elle. Docteur Fernandez fronce les sourcils. « Vous êtes ?» Sa belle-fille. Aide-soignante aux urgences de la Timone. « Ah !» Son expression change, devient respectueuse. « Alors vous comprenez, elle est consciente par intermittence, mais très désorientée. 5 minutes maximum. Anne pousse la porte de la chambre 204. Sylvie gît sous les machines, diminuée, fragile. Plus rien de la femme autoritaire qui terrorisait ses dimanches. Elle s'approche,
pose sa main sur le front froid de sa belle-mère. Sylvie ouvre les yeux, la reconnaît. Sa bouche se tord dans un effort surhumain. Pardon. Anne sent les larmes monter. Sylvie Bernard, pour la première fois de sa vie, vient de s'excuser. 3 jours que Julien ne mange plus, ne dort plus, erre dans les couloirs de l'hôpital comme un fantôme. Anne le trouve affalé dans la salle d'attente, fixant le distributeur de café avec des yeux vides. « Julien, les médecins veulent te nous voir. » Il lève vers elle un regard perdu d'enfant abandonné. « Je ne peux pas la perdre, Anne. Je ne peux pas. » Docteur Fernandez les reçoit dans son bureau, dossier ouvert devant lui. « Votre mère a survécu au stade critique, mais les séquelles sont importantes. Hémiplégie gauche, trouble de la déglutition, aphasie partielle. » Il marque une pause. « Elle va avoir besoin d'une rééducation intensive. » « Combien de temps ?» demande Anne. « Minimum 6 mois, peut-être 1 an. Tout dépend de sa motivation et... » Il regarde Julien qui tremble. Du soutien familial. Julien fond en larmes. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais rien de tout ça. Anne pose sa main sur son épaule. Malgré tout ce qui s'est passé, elle ne supporte pas de le voir souffrir. Quelle est la meilleure option pour sa rééducation ? Docteur Fernandez consulte ses notes. Le centre de rééducation de Valmante, en Suisse. Ils ont des protocoles révolutionnaires pour les AVC massifs. Mais, il hésite. Mais, c'est très coûteux. La sécurité sociale française ne rembourse que les soins de base. Pour Valmante, comptez 80 000 € minimum. Le chiffre tombe comme un coup près. Julien blêmit. On n'a pas cette somme. Anne réfléchit rapidement. La maison de ses parents, héritée à leur mort, vaut exactement 85 000 €. Son seul bien personnel, ses seules racines, son plan de secours pour l'avenir. Et si on trouve l'argent ? Demande-t-elle. Ses chances de récupération ? Excellentes. À Valmante, 60% des patients retrouvent une autonomie complète. Ici, en rééducation classique, 20% au mieux. Anne prend sa décision. Pas par bonté d'âme, par stratégie pure. « Docteur, pouvez-vous nous laisser quelques minutes ?» Quand ils sont seuls, Anne se tourne vers Julien. « Je vais vendre la maison de mes parents. »« Anne, non. C'est tout ce qui te reste d'eux. Ta mère a besoin de ses soins. » Elle marque une pause calculée. « Mais j'ai une condition. » Julien relève la tête, surpris. « Quand elle sera guérie, nous faisons cette thérapie de couple que tu as sabotée. 6 mois minimum, sans interruption, quoi qu'il arrive à ta mère. Anne, c'est non négociable, Julien. Je sauve ta mère, tu sauves notre mariage. » Il hoche la tête, désespéré. « D'accord, promis. » Anne sort son téléphone. Appelle Maître Ribière, le notaire de famille. « Maître, Anne Bernard. Je veux vendre la maison de mes parents, le plus vite possible. » Une semaine plus tard, étude notariale du cours Julien. Anne signe l'acte de vente, les mains tremblantes. 85 000 € contre 23 ans de souvenirs. Julien reste silencieux, écrasé par l'ampleur du sacrifice. Pour la première fois, il mesure ce qu'Anne fait pour lui. « Tu es sûr ?» murmure-t-il. Trop tard pour reculer. Anne range les papiers. « Maintenant, tu me dois quelque chose. N'oublie jamais. » Le virement est effectué le jour même. Docteur Fernandez organise le transfert vers la Suisse. Ambulance médicalisée, équipe spécialisée, transport dans les meilleures conditions. Avant le départ, Anne va voir Sylvie une dernière fois. Sa belle-mère est consciente, lucide, mais ne peut prononcer que quelques mots laborieux. « Pour... quoi ?» articule-t-elle difficilement. Anne s'assoit près du lit, choisit ses mots. « Parce que Julien vous aime, et que je l'aime lui. » Sylvie ferme les yeux, une larme coule sur sa joue. « Mère... si... ne me remerciez pas encore. » Anne se penche plus près. « Je vous sauve pour le sauver lui, pas pour vous. Quand vous irez mieux, nous aurons une conversation. Vous et moi. » Sylvie acquiesce faiblement. Dans son regard, Anne lit quelque chose de nouveau. Du respect. Aéroport Marseille-Provence. Piste médicale. L'ambulance aérienne décolle vers Genève. Anne et Julien regardent l'avion disparaître dans les nuages. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande Julien. « On attend. Et on travaille sur nous. » Cette nuit-là, dans leur lit devenu trop grand,
Julien se tourne vers Anne. « Je ne mérite pas ce que tu as fait. »« Non, tu ne le mérites pas. » Anne le regarde droit dans les yeux. « Mais je l'ai fait quand même. La question c'est, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Julien ne répond pas. Il s'endort en tenant sa main, pour la première fois depuis des mois. Anne fixe le plafond dans le noir. Elle vient de jouer sa dernière carte. Tout miser sur l'homme qu'elle aime, en espérant qu'il existe encore sous l'emprise maternelle. Dans 6 mois, elle aura la réponse. Et Sylvie Bernard aura une dette envers elle. Une dette qui pourrait bien changer toutes les règles du jeu. 4 mois plus tard, centre de Valmante. Anne pousse Sylvie en fauteuil roulant vers la voiture de location. Miracle de la médecine suisse. Sa belle-mère remarche, reparle presque normalement, a retrouvé l'usage de son bras gauche. Physiquement. Psychologiquement, c'est une autre histoire. « Tu es sûre de pouvoir rentrer seule ?» demande Julien pour la 10e fois. Il devait les accompagner, mais une urgence professionnelle l'a retenu à Marseille. Anne n'est pas dupe. Il fuit la confrontation avec sa mère diminuée. « Je gère », dit Anne en installant Sylvie à l'arrière. Pendant les 6 heures de route vers Marseille, Sylvie reste silencieuse, fixant le paysage. Plus un mot depuis sa sortie de rééducation. L'ancienne Sylvie bavarde, manipulatrice, semble avoir disparu. Pavillon des quartiers sud, 18 heures. Anne aide Sylvie à s'installer dans son salon. Étrange retour dans cette maison qui fut son enfer dominical. « Vous voulez manger quelque chose ?» Sylvie secoue la tête, se recroqueville dans son fauteuil préféré. Anne remarque qu'elle tremble légèrement. « Sylvie, ça va ? J'ai peur », murmure sa belle-mère d'une voix d'enfant. Anne s'assoit en face d'elle, surprise par cette vulnérabilité. « Peur de quoi ? De tout. De tomber encore. De ne plus me souvenir. De... » Sylvie hésite. « De mourir seule. » Ces mots font écho aux terreurs nocturnes d'Anne après la mort de ses parents. Pour la première fois, elle voit Sylvie comme un être humain fragile, pas comme un monstre. « Vous ne mourrez pas seule. Julien est là. Je suis là. » Sylvie la regarde avec des yeux rougis. « Pourquoi tu fais ça ? Après tout ce que je t'ai fait ?» Anne réfléchit avant de répondre. « Je ne sais pas encore. » Les jours suivants, Anne s'installe chez Sylvie. Officiellement pour quelques jours, le temps que sa belle-mère retrouve son autonomie. Mais Sylvie a régressé au stade d'enfant apeuré. Elle refuse de rester seule, même 5 minutes. Suit Anne partout, s'accroche à elle comme une bouée. La nuit, elle fait des cauchemars, appelle « maman » dans son sommeil. Anne découvre une femme brisée depuis toujours. « Mon mari me trompait », confie Sylvie un soir, pendant qu'Anne l'aide à se laver. Avec sa secrétaire. Je le savais, mais je me taisais. Pour Julien. Pourquoi vous me racontez ça ? Parce que tu es la seule à m'écouter sans me juger. Sylvie pleure doucement. J'ai été si méchante avec toi. J'avais peur que tu partes, comme lui, que tu abandonnes Julien. Anne comprend soudain. Sylvie n'essayait pas de détruire leur couple par méchanceté, mais par terreur de l'abandon. Une logique tordue de femme blessée. Votre mari vous a quitté ? Non. Il est mort d'un infarctus dans les bras de sa maîtresse. Sylvie rit amèrement. Même sa mort, il me l'a volée. 3 semaines d'intimité forcée créent un lien inattendu. Anne nourrit Sylvie à la cuillère quand elle tremble trop, la rassure quand elle panique, lui raconte des histoires de l'hôpital pour la distraire. En retour, Sylvie livre ses secrets, sa propre belle-mère tyrannique, ses fausses couches cachées, sa solitude de veuve riche mais abandonnée. « Tu sais ce qui m'a rendue folle ?» dit Sylvie un matin, pendant qu'Anne lui brosse les cheveux. « Tu ressembles à moi à ton âge. Belle, intelligente, amoureuse. J'ai vu ce que j'aurais pu être si j'avais eu ton courage. Mon courage ? Tu tiens tête à tout le monde. Même à moi. Moi, j'ai tout accepté, tout subi, par lâcheté. » Anne pose la brosse, émue malgré elle. « Vous n'étiez pas lâche. Vous étiez seule. Comme toi maintenant. » Sylvie attrape sa main. « Mon fils te néglige. Je le vois bien. Il vient 2 fois par semaine. Reste 1 heure. Repart soulagé. C'est vrai. » Julien fuit leur regard accusateur, leur nouvelle complicité qui l'exclut. Il a besoin de temps pour digérer. Non, Anne. Il a besoin qu'on l'oblige à grandir. Sylvie serre sa main plus fort. J'ai fait de lui un lâche, comme moi. C'est ma faute. Cette nuit-là, Anne écrit dans son carnet secret, plus pour documenter les manipulations de Sylvie, mais pour comprendre cette transformation incroyable.
La femme qui la terrorisait devient celle qui la comprend le mieux. Ironie du sort. Il aura fallu que Sylvie frôle la mort pour qu'elle se trouve enfin. 2 mois plus tard, pavillon de Sylvie, cuisine du matin. Anne prépare le café, en observant sa belle-mère qui lit le provençal sans trembler. Miracle. Sylvie a retrouvé toutes ses facultés. Mémoire, motricité, élocution. Tout est revenu, sauf la méchanceté. Tu vas retourner vivre chez toi maintenant, dit Sylvie sans lever les yeux de son journal. Ce n'est pas une question. Anne s'attendait à ce moment depuis des jours. Sylvie n'a plus besoin d'aide. Leur cohabitation n'a plus de raison d'être. Vous vous sentez prête ? Complètement. Sylvie pose son journal, regarde Anne droit dans les yeux. La question c'est, es-tu prête pour ce qui t'attend ? Anne fronce les sourcils. Comment ça ? Sylvie se lève, s'approche de la fenêtre qui donne sur le jardin parfait qu'elle entretient depuis 30 ans. Hier soir, j'ai dit à Julien que tu avais assez donné, qu'il était temps qu'il prenne ses responsabilités. Elle sourit amèrement. Tu sais ce qu'il m'a répondu ? Anne attend, le cœur serré, que tu adorais t'occuper de moi, que ça te faisait du bien de te sentir utile. Sylvie se retourne. Mon fils est un lâche, Anne. Un lâche que j'ai fabriqué de mes propres mains. Les mots cognent comme des gifles. Anne s'assoit, jambes coupées. Il t'a abandonnée avec moi pendant 2 mois. 2 mois. Il venait me voir 1 heure le dimanche. Repartait soulagé en te laissant la corvée. Sylvie s'assoit en face d'elle. Tu as vendu ta maison pour me sauver, sacrifié ton travail pour me soigner, et lui, il a continué sa petite vie en attendant que ça passe. Anne veut protester, mais les mots restent coincés. Parce que c'est vrai, Julien a fui ses responsabilités, l'a laissé porter seul le poids de tout. Pourquoi vous me dites ça ? Parce que tu mérites mieux. Sylvie prend ses mains. Tu as gagné, Anne. Tu m'as battue à mon propre jeu. Gagné quoi ? Mon fils, ma maison, ma reconnaissance. Tout. Sylvie sourit tristement. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu veux encore de ce prix ? Anne regarde autour d'elle. Cette cuisine où elle a été humiliée tant de fois, ce salon où Sylvie orchestrait ses manipulations. Et maintenant, cette même femme lui offre sa capitulation sur un plateau. Je ne comprends pas. Si, tu comprends très bien. Sylvie se lève, va chercher une enveloppe dans le tiroir du buffet. Voici l'acte de donation de cette maison. À ton nom. J'ai tout préparé. Anne écarquille les yeux. Vous êtes folle. Non. Lucide. Pour la première fois de ma vie. Sylvie pose l'enveloppe devant elle. Cette maison, c'est ma manière de te dire merci. Et de te demander pardon. Pour tout. Sylvie, mon fils ne te mérite pas. Tu le sais aussi bien que moi. La porte d'entrée claque. Julien entre, Guilleret, un bouquet de fleurs à la main. Bonjour mes 2 femmes préférées. Comment ça va aujourd'hui ? Il embrasse sa mère, puis Anne distraitement, comme si de rien n'était. Comme si Anne n'avait pas passé 2 mois à jouer l'infirmière de sa mère pendant qu'il menait sa vie d'homme libre. Très bien, mon chéri, dit Sylvie d'une voix sucrée qui rappelle l'ancienne. Anne et moi avions justement une petite conversation. Julien pose les fleurs dans un vase. Ne remarque pas l'attention. Parfait. Au fait, j'ai une excellente nouvelle. Mon patron m'envoie en formation à Lyon pendant 3 semaines. Une opportunité en or. Il rayonne, inconscient du malaise. 3 semaines ? Anne le regarde, incrédule. Et ta mère ? Maman va très bien maintenant. Pas vrai, maman ? Sylvie et Anne échangent un regard lourd de sens. Très bien, mon fils. Grâce à Anne. Exactement. Julien sourit béatement. Vous vous entendez si bien toutes les 2 maintenant. C'est merveilleux. Anne sent quelque chose se briser définitivement en elle. Julien n'a rien vu, rien compris, rien appris. Il prend tout pour acquis. Son sacrifice, son dévouement, sa patience infinie. Sylvie se lève, embrasse son fils. Va donc préparer tes valises, mon chéri. Anne et moi avons encore des choses à nous dire. Quand Julien sort, Sylvie se tourne vers Anne. Tu as vu ? Sa voix est douce, sans triomphe, juste infiniment triste. Il n'a même pas dit merci, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es. Anne fixe l'enveloppe posée devant elle. Cette maison qui représentait tout ce qu'elle haïssait dans sa vie, Sylvie la lui offre maintenant comme un trophée. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que tu te libères, de lui, de moi, de cette vie qui t'étrangle. Sylvie la regarde avec une tendresse inattendue.
Tu m'as sauvé la vie, Anne. Maintenant, sauve la tienne. Pour la première fois depuis des années, Anne pleure. Pas de rage, pas de frustration, de soulagement. Parce que quelqu'un, enfin, voit qui elle est vraiment. 2 ans plus tard, quartier Andoum. Anne ouvre la porte de son cabinet, soins à domicile, à Bernard, sourire aux lèvres. Première patiente de la journée, Madame Rossi, 78 ans, qui se remet d'une fracture du col du fémur. « Bonjour ma belle », lance la vieille dame. « Mon fils arrive de Nice pour voir comment tu t'occupes de sa maman. » Anne rit. En 2 ans, elle a accompagné 40 familles dans l'épreuve de la maladie. Chaque histoire la renforce, lui rappelle pourquoi elle a choisi cette voie. La sonnette retentit. Sylvie entre, élégante dans son tailleur bleu marine, brassard de bénévole au bras. « Prête pour l'intervention à Sainte-Marguerite ?» demande-t-elle. « Toujours. Comment va notre nouvelle famille ?»« Difficile. Monsieur Perrin refuse que sa femme l'aide depuis son AVC. Fierté masculine classique. » Anne sourit. Sylvie est devenue son binôme parfait. Ancienne manipulatrice reconvertie en thérapeute familiale bénévole, elle décode instantanément les non-dits, les peurs cachées, les mécanismes de défense. « On y va ?» Dans la voiture, Sylvie demande « Des nouvelles de Julien ?» Sa secrétaire m'a envoyé un faire-part. Il se marie avec elle le mois prochain. « Ça va ?» Anne réfléchit honnêtement. « Ça me fait bizarre, mais pas mal. Je crois qu'on était juste incompatibles. » Le divorce s'était passé sans heurts. Julien avait paru presque soulagé, comme libéré d'un poids qu'il ne savait pas porter. Pas de colère, pas de drame. Juste 2 personnes qui reconnaissaient leur échec avec élégance. Hôpital Sainte-Marguerite, chambre 312. Monsieur Perrin, 65 ans, ancien ouvrier métallurgiste, refuse catégoriquement que sa femme le lave. « C'est pas le travail d'une femme !» grogne-t-il. Madame Perrin pleure silencieusement dans le couloir. Sylvie s'assoit près du lit, prend la main du patient. « Vous savez, monsieur Perrin, moi aussi j'ai été malade. AVC. Ma belle-fille m'a tout fait. Repas, toilette, tout. » Elle marque une pause. « Au début, j'avais honte. Puis j'ai compris qu'elle ne le faisait pas par pitié, mais par amour. » Anne observe Sylvie, admirative. En 2 ans, sa belle-mère a développé une empathie extraordinaire, comme si sa propre souffrance l'avait ouverte à celle des autres. Votre femme a besoin de se sentir utile, nécessaire. En refusant son aide, vous la punissez de votre maladie. Monsieur Perrin réfléchit, ému malgré lui. Je veux pas qu'elle me voie diminuer, mais elle vous voit vivant. C'est tout ce qui compte pour elle. 20 minutes plus tard, Monsieur Perrin accepte que sa femme l'aide pour sa toilette. Dans le couloir, Madame Perrin serre Anne dans ses bras. Merci. Vous lui avez rendu sa dignité. Soir, terrasse du cabinet. Anne et Sylvie partagent un verre de rosé en regardant le coucher de soleil sur le vieux port. « Tu es heureuse ?» demande Sylvie. « Oui, vraiment. » Anne sourit. « Et vous ? Plus que je ne l'ai jamais été. Qui aurait cru qu'on formerait une si bonne équipe ?» Elle rit, complice. Leur amitié née dans la douleur s'est muée en complicité professionnelle et affective exceptionnelle. La sonnette retentit. Anne va ouvrir, trouve un homme souriant, quarantaine, mallette à la main. « Bonsoir, je suis Laurent Dubois, kinésithérapeute. J'ai entendu parler de votre cabinet. J'aimerais discuter collaboration. » Il a des yeux verts pétillants, un sourire sincère. Anne sent immédiatement quelque chose de différent chez cet homme. Une solidité tranquille, une présence apaisante. « Bien sûr, entrez donc. » Sylvie les observe discuter, voit naître cette étincelle qu'elle connaît bien. Mais cette fois, pas de jalousie, pas de manipulation, juste de la joie pour Anne. Plus tard, quand Laurent repart avec un rendez-vous professionnel pour le lendemain, Sylvie sourit malicieusement. « Celui-là me plaît. On vient juste de se rencontrer. » « Justement. Il te regarde comme Julien n'a jamais su te regarder. » Anne rougit, mais son cœur bat différemment. Pour la première fois depuis des années, elle se sent vue, respectée, désirée pour ce qu'elle est vraiment. 6 mois plus tard, inauguration du nouveau cabinet, soins et rééducation, Bernard et Dubois. Laurent et Anne ont monté ensemble une structure complète d'aide à domicile. Lui apporte la rééducation, elle les soins, Sylvie la médiation familiale.
Julien est venu avec sa nouvelle épouse, timide félicitation. Pas de rancœur de part et d'autre, juste la politesse d'anciens époux qui ont grandi chacun de leur côté. « Tu as l'air épanoui », dit-il sincèrement. « Toi aussi. » Anne le pense vraiment. « Ta femme a l'air adorable. » Elle l'est. Julien hésite. « Je suis désolée, Anne. Pour tout. J'ai mis des années à comprendre que j'étais... un homme-enfant. » Anne sourit sans méchanceté. « On n'était juste pas fait l'un pour l'autre, Julien. Pas de regret. » Le soir, terrasse du cabinet décorée de guirlandes. Anne danse avec Laurent sous les étoiles. Sylvie applaudit en riant. « Tu sais ce que j'ai appris ?» murmure Laurent à son oreille. « Quoi ?» Que les plus belles histoires naissent parfois des plus grandes épreuves. Anne regarde Sylvie qui discute avec un couple de patients, puis Laurent qui la tient avec tant de tendresse. Sa vraie famille, celle qu'elle a choisie et construite. La petite fille qui avait perdu ses parents à 15 ans. La femme qui avait tout sacrifié pour un amour bancal, cette femme-là est morte avec l'ancienne Anne. Celle qui danse ce soir sous les étoiles marseillaises a appris la plus belle des leçons. Parfois, sauver son ennemi, c'est se sauver soi-même.